10h15, hein, on passe à présent à la première table ronde de Transformation Digital Day. Le thème, c'est regard croisé, le numérique, levier essentiel du pilote augmenté, point d'interrogation. Quels sont les freins qui opèrent à l'appropriation de la data dans les PME? Faut-il se fier totalement à la data? En quoi la data bouscule le management dans les PME? 45 minutes donc de retour d'expérience et de regard croisé. Pour en parler, Donokchi Bailon, Stéphane Ebrard, Clément Schauff, Alexandre Ferré pour Open Airlines, Laetitia Garrig, Fun and Fly et Eric Muchery pour Sparring Partner. Excusez-moi. Donc tout le monde est connecté, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente très rapidement, si vous le voulez bien. Stéphane Ebrard, justement, je venais de parler de vous dans la keynote de Gilles Babinet. Donc, vous dirigez Clément Schauff, une entreprise de 10 salariés spécialisée dans la climatisation, le chauffage et les énergies renouvelables dans le bâtiment. Votre société est basée à Labarthe sur 16 en Haute-Garonne. Signe distinctif, vous êtes un ancien mécanicien aéronautique et en ce sens, vous développez une approche différente de la data par rapport aux autres professionnels du bâtiment. Vous nous expliquerez tout cela. Laetitia Garrig, bonjour. Vous dirigez Fun and Fly à Toulouse, c'est une agence de voyage spécialiste des séjours glisse, une TPE de 5 salariés dans le tourisme, une TPE qui existe depuis 30 ans dans un secteur en pleine digitalisation. Alors là, je vous cite, en matière de gestion de la data, je viens de la préhistoire. Ironisez-vous sur vous-même, en quelque sorte. Vous allez nous en dire plus. Donc, Donokchi Bailon, vous êtes enseignant-chercheur à Montpellier Business School. Vous travaillez sur la transformation digitale dans les organisations. Votre cours Changement digital traite des aspects humains et organisationnels du changement digital. Alexandre Ferré, bonjour. Vous avez créé Open Airlines en 2006 à Toulouse. L'entreprise emploie aujourd'hui 36 salariés. Vous étiez auparavant responsable d'un service informatique d'Air France. Votre solution digitale permet aux pilotes d'avion de choisir des routes aériennes entre guillemets vertes, les plus économes possibles en carburant. Bon, l'intérêt semble évident, mais au début, c'était un peu une révolution culturelle pour les pilotes et il a fallu les convaincre. Et enfin, Eric Muchery, vous êtes un peu le poil à gratter de cette table ronde, si je peux me permettre. J'explique pourquoi. Vous êtes un pilote professionnel, 4000 heures de vol, 200 missions de guerre, des centaines de décisions à prendre dans des conditions parfois extrêmes. Vous avez été pilote de chasse pendant 35 ans et directeur adjoint de la patrouille de France. Aujourd'hui, vous dirigez donc Sparring Partner et vous êtes instructeur sur Mirage 2000. Vous avez donc dû prendre des décisions sûres et fiables avec les outils numériques, bien sûr, mais aussi avec du discernement, pas qu'avec du numérique. Vous nous expliquerez aussi cela. Fun and Fly côté tourisme, Clément Schauff pour le bâtiment. On a donc avec nous 2 PME d'Occitanie qui sont impactées par la transformation digitale. Et ce n'est pas si facile. Alors, je vous propose que vous nous expliquiez un peu les difficultés posées par l'optimisation et l'utilisation de la donnée dans vos PME et en même temps, en quoi c'est devenu indispensable pour vous aujourd'hui en 2021 et pourquoi il faut absolument y aller. Laetitia Garrig, peut-être en quelques mots pour commencer avec vous, quelle est votre problématique data? Pourquoi vous dites en matière de data, je viens de la préhistoire? Tout simplement parce qu'on n'avait pas jusqu'à présent conscience de toutes les datas qui étaient à notre disposition, savoir comment on pouvait les collecter, etc. Et je rejoins tout ce que disait tout à l'heure Gilles Babinet, à savoir que la data, il faut aussi savoir l'accompagner des bonnes compétences en interne. Et c'est vrai que quand on a une histoire de 30 ans à l'échelle d'une TPE qui a basé tout son business sur la relation de proximité avec ses clients, tout de suite parler de big data, etc., ça peut peut ébranler un petit peu les habitudes. Donc, problématique concrète, c'est d'avoir les bons outils métiers, en fait. Les bons outils métiers, mais aussi les compétences en interne pour agréger les différentes briques, que ce soit pour collecter de la donnée ou l'interfacer avec nos outils métiers, effectivement. Plus précisément, qu'est-ce que peuvent vous permettre ces outils métiers? De gagner en efficacité, déjà en interne, d'avoir accessible à tous les rouages de l'entreprise un socle de data, et être plus efficace avec nos clients, puisque
Jusqu'à présent, on est identifié sur notre marché de niche. Pour autant, jusqu'à présent, on faisait pas mal de communication vers l'extérieur vis-à-vis de nos consommateurs, mais de manière assez régulière. Et aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait peut-être mieux connaître leurs habitudes de consommation, leur timing, parce qu'on est sur un marché du voyage qui ne se consomme que de manière occasionnelle et pas régulière. Donc, savoir les interpeller au bon moment, savoir les séduire, les inspirer au moment où ils sont réellement en capacité de penser à leurs vacances. C'est ça pour nous l'enjeu de demain, plutôt que comme actuellement faire de l'envoi de newsletters à un rythme très soutenu et qui peut-être n'est pas très efficace et voire pire, mal perçu. Oui, on envoie des newsletters pour rester en contact, mais finalement, ce n'est pas toujours opportun. Et la data pourrait vous permettre d'y voir de manière plus fine. Par exemple, vous me disiez savoir si les gens, si vos clients partent en famille ou entre amis, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et cette donnée qualifiée, vous ne l'avez pas forcément, en fait. En tout cas que partiellement. Depuis 30 ans, on s'est identifié parmi nos clients qui fait du kite, qui fait du windsurf, mais par exemple, leur niveau de pratique, pour l'instant, ça reste un caillou dans la chaussure pour savoir si effectivement ils préfèrent naviguer dans les vagues ou sur un spot flat comme un lagon au fin fond de Maurice. Donc, c'est ce genre de données, effectivement, mais aussi, je pense, dans la temporisation de sa consommation. On a des individus qui pensent aux vacances justement quand ils sont autour du sapin de Noël en famille, tandis qu'il y en a d'autres qui réfléchissent vraiment à la toute dernière minute en fonction des conditions météo. Et ça, on ne sait pour l'instant, malheureusement, pas l'identifier. L'idée aussi, vous me disiez, c'est d'être en capacité de créer des flux pour coordonner les voyages avec les compagnies aériennes, les hôtels, les modes de paiement. Enfin, c'est quelque chose que je pensais déjà développer, pas forcément. Oui, alors c'est déjà développé, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, pour collecter de la data de la part de nos fournisseurs, leur disponibilité en temps réel, leur politique de prix, leur politique d'annulation en ce moment, etc. C'est vrai que si on avait en place des systèmes qui nous permettent d'avoir l'information en temps réel, ça nous ferait gagner un temps énormissime, puisque aujourd'hui on travaille sur 55 destinations à peu près, avec des tout petits acteurs qui gèrent 8-10 chambres et auprès de qui on est obligé aujourd'hui d'envoyer un mail, d'attendre une réponse dans un délai de 48 heures à 3 jours. Enfin, bon, donc globalement, pouvoir digitaliser toutes nos relations, qu'elles soient au niveau de l'équipe interne, mais aussi avec nos prestataires, ça nous ferait gagner un temps énormissime. D'accord. Et dans les prochains mois, quelle est votre stratégie justement pour répondre à ces défis? Parce que là, finalement, vous existez depuis 30 ans et ça répond à ce que disait Gilles Babinet. Hein. Il y a des entreprises de niche qui se croient installées un peu pour l'éternité parce qu'elles existent depuis plusieurs décennies, mais vous avez conscience que là, vous êtes au pied du mur finalement maintenant. Oui, ben là, stratégie pour les prochains mois. L'intervention de Gilles Babinet m'a clairement montré que bon, j'avais identifié les fameux 3C d'un côté de la forêt, de la vallée schumpeterienne, comme il disait, pour la traversée, on a commencé à être accompagné par l'agence ADOC, justement, par Franck Berthu et ses équipes, pour identifier quels sont les axes sur lesquels il faut en priorité se focaliser. Et donc, c'est un travail qu'on va, j'espère, terminer tout début d'année pour ensuite passer à la vitesse supérieure et enclencher les démarches pour réellement construire un écosystème digital pour fluidifier tous nos process. D'accord. Merci, Madame Garrigue, vous restez avec nous. Avec plaisir. Stéphane Évrard pour Climat-Chauffe à la Barre-sur-Cèze en Haute-Garonne. Quelle est votre problématique data Climat-Chauffe? Expliquez-nous ça, Monsieur Évrard. Alors, bonjour. Nous, la problématique, elle ressemble un petit peu à celle de Madame Garrigue, c'est-à-dire qu'on a une forte demande des clients pour qu'on connaisse leurs produits, etc. C'est-à-dire que comme on installe des chaudières, des pompes à chaleur chez les clients, c'est toujours compliqué pour un client d'appeler, de réexpliquer de nouveau le matériel qu'il a parce qu'on est incapable de tracer ça. Donc, il y a une vraie demande des clients à ce niveau-là, une demande aussi de l'historique.
de sa machine, mais aussi de l'accès à ses lieux, etc., de sa configuration et de ses habitudes de confort, tant en termes de chauffage qu'en termes de climatisation. Et ensuite, la deuxième problématique à laquelle on doit faire face, donc la première, c'est cette demande des clients d'avoir vraiment une connaissance de leur installation et quasiment d'intervenir chez eux avant même que ce soit en panne. Ça, pour eux, ça serait idéal. Et la deuxième problématique qu'on a en face de ça, c'est que les fabricants de matériel l'ont bien compris et c'est eux qui récupèrent directement la data chez les clients via leur serveur avec les clim connectées, les chaudières connectées, les thermostats connectés. Tout ça, en fait, va directement chez les fabricants sans passer par nous. Donc, il y a un peu une espèce de dépossession du client pour l'entreprise, ou du moins des datas du client pour l'entreprise. Donc, c'est une espèce de double enjeu auquel on doit faire face. Le risque étant, vous me disiez, de devenir des sous-traitants des fabricants, c'est ça? Tout à fait. Pour vous, mais pour la filière, finalement, pour la filière que vous représentez aussi ce matin. Tout à fait, c'est toute la filière. C'est-à-dire que si demain matin, vous avez une climatisation connectée, le fabricant, lui, aura l'information comme quoi, par exemple, on fait du prédictif, des fabricants comme Schneider, etc., commencent à faire du prédictif. Donc, s'il s'aperçoit que, par exemple, votre chaudière commence à surconsommer et qu'elle a un défaut, vous êtes aperçu de rien, il n'y a pas encore la panne, mais elle est en train d'arriver, le fabricant le sait, possède cette information, et donc demain, il a deux solutions. Soit la revendre à des intervenants comme nous, donc ce sera un coût supplémentaire pour la filière, soit carrément dire à avoir ses propres intervenants, et du coup, nous, ce sont des opérations qu'on ne pourra plus effectuer. Donc, c'est un petit peu ce danger-là qui nous guette sur la filière, et donc il faut qu'on y soit vigilant. Et cette filière, la filière du bâtiment, malheureusement, nous aussi, on est un peu à la préhistoire au niveau informatique. Pour vous dire, avec la région ADOC, donc on a commencé tout un partenariat pour essayer d'intégrer un système d'information complet pour répondre à la première demande des clients et pour pouvoir ensuite avoir un peu de temps pour se consacrer à la récupération de data. Mais rien que sur la première demande, tous les éditeurs de logiciels auxquels on a dû faire face, quand on leur a envoyé le cahier des charges, nous ont dit, alors ça, on ne sait pas faire et on ne le fera pas d'ici quelques années. Ou alors, certains nous ont dit, écoutez, on va essayer de vous le faire, de vous le développer pour l'année 2021, mais ça n'existe pas encore. Donc, pour vous dire à quel point on est en retard. Les acteurs, comme disait M. Babinet, qui sont capables aujourd'hui de vraiment traiter la data du début jusqu'à la fin, sont uniquement les grands groupes, Veolia, Vinci, etc., qui ont eu les moyens, eux, de développer leurs propres solutions data et qui ont suffisamment de poids pour récupérer ces data. C'est vrai que pour nous, d'un point de vue data, la filière est vraiment, entre guillemets, à une espérance de vie assez courte. Il y a aussi la question de l'adaptation, la formation des techniciens sur le terrain, la formation des techniciens par rapport à ces nouveaux outils. Est-ce que la filière du bâtiment est au rendez-vous en termes de formation, de la montée en gamme des compétences des techniciens? Non, absolument pas. Il y a un retard qui est phénoménal parce que si on reprend l'exemple de M. Babinet sur le plombier, aujourd'hui, ce qu'on apprend dans les écoles de plomberie, c'est à souder du tube. C'est une bonne chose, c'est la base du métier, il faut savoir le faire. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Un technicien, que ce soit un plombier ou un technicien en climatisation ou en chauffage, l'intervention pratique ne va représenter pratiquement que 2/3 de son temps de travail. Il y a 1/3 du temps de travail qui va servir à l'usage des outils numériques pour récupérer les informations de dépannage, les codes défauts, pour faire les commandes directement chez le client, saisir des devis, etc., faire un rapport d'intervention. Tout ça, c'est via des outils numériques. Et donc, tout ça, aujourd'hui, les techniciens ne savent pas le faire. Aujourd'hui, quand on embauche un technicien, il faut le former de A à Z sur ces outils. Et il faut, entre guillemets, un peu croiser les doigts pour qu'il soit un petit peu autodidacte et qu'il y parvienne. Mais c'est une filière, oui, de ce niveau-là, on est très, très en retard. Et dernière question, vous investissez, je crois, sur la création d'un propre logiciel à Climate-Chauffe en étant accompagné comme avec Fun and Fly par la région, par ADOC, l'agence ADOC. Tout à fait. Donc en fait, avec la région ADOC, on est en train de développer un logiciel en interne, puisque finalement, dans les éditeurs existants, on va dire ça comme ça, ils sont en retard. C'est des logiciels qui ont pratiquement une dizaine d'années et qui font évoluer très très faiblement et qui ne sont pas du tout adaptés à la data d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de travailler avec un produit tout fait. Donc on est obligé de développer nous-mêmes, qui pour une petite PME a un coût qui est non négligeable. Voilà. C'est un gros enjeu. Nous, on a fait ce pari-là, mais c'est une grosse prise de risque de la part de la société. Tout à fait. Un coût de quel ordre? C'est quel investissement?
pour vous? Là, rien que sur le premier trimestre 2001, on est sur un budget de 50 000 euros, juste pour commencer à avoir un produit qui soit un petit peu, on va dire qu'on ait un brouillon. Après, je pense qu'il faudra remettre la même chose sur les 2 ou 3 prochaines années, donc c'est des budgets conséquents pour une petite PME. Mais vous n'avez pas le choix, on a bien compris. D'accord. Si on veut perdurer, je pense que sur le long terme, on sera obligé d'y passer, oui. D'accord. Merci pour ces témoignages, je trouve très éclairants en introduction, enfin plus qu'introduction. Il est 10h30, on a 20-25 minutes encore d'échange pour cette table ronde. Donoxy Bailon, donc vous êtes l'enseignant-chercheur de cette table ronde. Qu'est-ce que vous inspire ces témoignages de terrain qui sont très concrets et qui nous viennent de la Haute-Garonne? Vous m'entendez déjà? Je vous entends très bien. En fait, c'est particulièrement intéressant. Je pense quelques réflexions. D'abord, partir de l'existant, c'est-à-dire de l'individu, quelle est son attitude par rapport à la technologie et au changement, et de l'organisation en termes de ses besoins. Est-ce qu'on veut réduire le coût, améliorer l'expérience client, mieux connaître le client, mieux connaître l'environnement, et puis de ses ressources en tant que TPE, PME, de quelles ressources on dispose et de combien de temps on dispose, travailler avec ses relations avec les autres parties prenantes en termes de dépendance par rapport aux fournisseurs, comment regagner de l'autonomie et des marges de manœuvre, et puis envers les clients, comment créer une relation, une connexion émotionnelle avec la marque et un sentiment de communauté qui soit différenciant. Et puis encore quelques mots, simplifier, c'est-à-dire en rendant les processus répétitifs et sans valeur ajoutée, automatisée, mais aussi préférer une technologie intuitive que l'on peut comprendre, avec laquelle on peut dialoguer et avec laquelle on peut agir en autonomie, bien s'entourer, bien sûr, avec des agences d'accompagnement comme Adoc, mais aussi nos merveilleux étudiants de MBS en transformation digitale et en business excellence. Et puis réfléchir aussi à l'après, quand on génère des petites victoires, on peut les célébrer et partir de là, à de l'engagement. Manager une PME avec des data, ça veut dire quoi concrètement, Monsieur Bailon? Est-ce que ça enlève de l'humain? On peut penser que oui, et que ça peut générer des réticences en interne. Il y avait une question qui portait sur les réticences, justement. Or là, le cœur de cette journée, c'est vraiment la data comme outil d'aide à la décision dans les entreprises. Manager avec la data, quelques conseils que vous pourriez donner? Alors, c'est normal d'avoir des résistances quand on est dirigeante ou dirigeant de TPE-PME, parce qu'aussi on est placé en position de sachant, alors que par rapport à la technologie, on est tous apprenants. Donc ça veut dire aussi changer d'attitude en disant on ne sait pas tout, et c'est tout à fait normal, et comment on peut apprendre ensemble avec ses collaborateurs, et puis avoir des relations, du reverse mentoring, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui sachent et dialoguer, s'approprier la technologie et générer un dialogue et une conversation. Je pense que la technologie ne remplace pas l'humain, elle le complémente. La technologie ne permet pas forcément d'être innovant ou créatif face à des nouveaux problèmes. Et elle ne remplace pas le jugement face à des problèmes qui sont ambigus, ou l'intelligence politique ou l'intelligence du contexte finalement. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut garder aussi une distance critique en disant voilà ce qu'elle peut faire et voilà ce qu'elle ne peut pas faire, je pense. Ça, c'est ce que Eric Muchery nous expliquera bien tout à l'heure, en effet, sur le discernement nécessaire. Manager, donc avec la data, là, on en a parlé. Puis aussi, quand un manager lui-même présente un outil aux salariés ou à ses équipes, un outil, un logiciel d'automatisation des tâches, bon, c'est classique, et puis il y a de plus en plus de solutions là-dessus. Il y a une crainte pour les salariés qui peut être légitime, une crainte d'être substitué. Qu'est-ce qu'il faut leur répondre dans ces cas-là aux salariés? Alors oui, c'est tout à fait normal. On a tous peur d'être substitués d'une manière générale par la technologie. Après, il faut réfléchir sur, au contraire, là où la technologie peut permettre de se débarrasser de tâches qui sont répétitives et qui apportent ni plaisir, ni motivation, ni valeur ajoutée. Et puis d'expliquer là où la technologie peut vraiment apporter de la valeur ajoutée, peut-être simplifier les processus, mieux connaître les clients, développer l'intelligence du contexte et de l'environnement, et plus penser en termes de complémentarité. Je vois la technologie dans les organisations un peu comme du levain dans du pain, c'est-à-dire qu'elle transforme et qu'elle permet de grandir, mais qu'elle ne se substitue pas au reste finalement. Je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut engager
avec ses collaborateurs. Et pour les managers qui doivent s'approprier la data pour prendre les bonnes décisions, quelle formation vous leur conseillez? Comment se mettre à la page en quelque sorte? Alors déjà, la nôtre, nécessairement, on développe des contenus en executive education sur la transformation digitale, mais aussi s'entourer de personnes et puis aussi progressivement changer son attitude, c'est-à-dire être curieux, essayer de se renseigner, poser des questions, générer un dialogue, rester à l'écoute et puis ensuite faire preuve de décision pour savoir s'il y a une opportunité par rapport à l'outil ou à la technologie. Parfait. Donc, je rappelle que vous formez des étudiants à la transformation digitale à Montpellier Business School. Et je précise que vos étudiants seraient ravis de travailler avec des entreprises qui sont des dirigeants d'entreprises qui font partie des participants, des internautes participants ce matin, qui sont concernés par la transformation digitale. C'était le petit message que vous souhaitez glisser. Oui, et ils sont tous connectés et ils sont tous très curieux et très sympathiques. On n'en doute pas. Voilà, ok. Merci. Monsieur Bailon, vous restez aussi avec nous. Alexandre Ferré, bonjour, Monsieur Ferré. Vous dirigez donc Open Airlines que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, au début du déploiement de votre solution, il y a eu des réticences, j'imagine, des pilotes de ligne qui pouvaient se sentir dépossédés d'une partie de leur savoir ou se sentir surveillés par une nouvelle, une troisième boîte noire. Il y en a deux, je crois, dans les avions. Enfin, bon, une troisième boîte noire. Bon, et comment vous avez fait pour les rassurer, en quelque sorte, et pour imposer votre solution? Oui, tout à fait. C'était un enjeu de conduite des changements importants, d'éviter que ce soit perçu comme un outil de surveillance. En fait, on exploite justement les données de la boîte noire. Donc, on a la chance, nous, d'avoir dans notre secteur la donnée qui est extrêmement disponible, des centaines de paramètres enregistrés par seconde de vol. Sauf qu'on l'utilise pour une nouvelle fonctionnalité, en fait, qui n'est pas la sécurité des vols, son usage habituel, mais qui est l'efficacité énergétique et d'écologie. Donc, ce qui est très important, c'est de dire que ça reste un outil d'aide à la décision. On enlève toute dimension de surveillance, évidemment, toute dimension punitive et surtout aucune pression dans l'utilisation qu'ils doivent en faire. C'est une information pour eux, ils l'utilisent ou ils l'ignorent, mais voilà, c'est un outil de plus pour qu'ils prennent les bonnes décisions, mais en se basant sur des données factuelles. Donc, vous avez fait tout un effort dans l'accompagnement au changement, sur l'ergonomie de l'outil. Il n'y avait pas que la technologie en elle-même, finalement. Il y avait tout cet accompagnement des clients, des compagnies aériennes, des pilotes. Oui, tout à fait. On a eu la chance de construire la solution finalement au début à l'occasion d'un projet de recherche européen dans lequel on avait embarqué des compagnies aériennes et en particulier des pilotes. Donc, on a fait des ateliers avec eux, des retours avec eux, et on a fait très attention à l'ergonomie parce que je dirais qu'il a déjà beaucoup de choses à prendre en compte, un temps limité dans un briefing, donc il faut vraiment juste lui donner l'information pertinente au bon moment, qu'elle soit attrayante, qu'il ait envie d'utiliser, qu'elle soit claire. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est que le pilote a beaucoup d'expérience, mais là, on partage avec lui en fait l'expérience de tous ses collègues, tous les autres pilotes, finalement ce qu'ils ont pu rencontrer sur des routes, sur d'autres routes. On synthétise ça pour un pilote qui serait peut-être qui opérerait une route pour la première fois. Donc c'est mettre aussi en avant le côté collaboratif ou de compléter sa propre expérience sur ses vols par celle de tous ses autres collègues en fait. Et aujourd'hui, c'est déployé partout, dans toutes les compagnies? On aimerait bien, mais aujourd'hui, c'est quand même déployé dans une quarantaine de compagnies aériennes, dans 30 pays différents. En France, on est quand même très présent. Il y a Transavia avec qui justement on avait travaillé lors de ce projet européen, Hop, Air France, Air Caraïbes, mais voilà, on est aux États-Unis, en Argentine, en Indonésie, en Arabie Saoudite, donc dans beaucoup de pays. Ça a été long parce que dans les compagnies aériennes, il y a toujours, et dans les opérations aériennes, il y a toujours un principe, c'est safety first. Donc, il y a une petite méfiance sur ce qui est nouveau. On veut que ça soit éprouvé. Je pense qu'aujourd'hui, justement, on a passé cette étape. On a l'expérience des compagnies aériennes et des pilotes entre eux qui montrent le retour positif. Et en termes d'ergonomie sur votre solution, en termes de data, de données qui sont communiquées donc aux pilotes,
quelles sont celles qui sont mises en avant, nous qui sommes pas, enfin moi je suis pas pilote en tout cas, je me demande c'est quoi les données clés que vous mettez en avant, parce que comme vous disiez, il y en a des centaines, des milliers des données, quoi. Donc. Oui, alors nous, on agit surtout sur le briefing pour la préparation du vol, et puis aussi on a un volet débriefing qui est important parce que notre application, on l'appelle MyCube Coach. C'est en fait comme si on se positionne vraiment dans pas comme un substitut justement, mais comme un coach, quelqu'un qui peut donner du feedback, qui peut aider le pilote à devenir un meilleur professionnel sur la partie verte, hein, parce que sa première mission, c'est la sécurité, le confort des passagers, et sur la partie verte, on peut le faire progresser. Du coup, c'est lui donner des retours sur soit par exemple les routes, l'encombrement des routes, et donc quelles sont celles qui sont les plus efficaces, un peu comme Waze qui par rapport à une carte papier vous dit le matin, il faut mieux éviter le périph' sur Toulouse parce qu'il a cette expérience-là en collectant la donnée, ou sur les bonnes pratiques d'économie de carburant. Donc, on essaye de donner des retours simples à comprendre. Et puis, on fait surtout très attention à ce que ça soit intéressant pour lui, hein. C'est vraiment des gens qui sont passionnés de leur métier. Donc, s'ils ont des éléments pour faire leur mission de manière encore plus performante, eh ben, ils y trouvent du challenge et de l'intérêt. Donc, que ça soit attrayant. Donc, ils voient leur trajectoire, par exemple, en 3D avec beaucoup d'informations. Et puis aussi que ça soit, on fait très attention au vocabulaire, hein. On est très humble dans notre recommandation. On dit, voilà, on pense que vous pourriez faire ça. On dit toujours conditions permitting, parce qu'on collecte beaucoup de données, on a des algos intelligents, mais rien ne remplacera l'appréciation du pilote. Moi, je dis toujours, on n'est pas dans le cockpit, le logiciel n'est pas dans le cockpit. Vous avez une appréciation différente, donc c'est plutôt des éléments, voilà, un peu humbles, conditions permitting. Et puis, vous avez le droit d'être pas d'accord, et vous avez sans doute raison à certains moments d'être pas d'accord avec la recommandation parce que vous avez d'autres éléments d'appréciation. Donc, on fait attention au wording aussi. Ouais. Et à la façon à l'expression même des recommandations, quoi. C'est ça, hein, une attention qui est portée là-dessus. Et une dernière question sur qui dit données dit aussi confidentialité. Les données en quoi restent-elles confidentielles, puisqu'elles appartiennent à qui en fait? Du coup, c'est au pilote, c'est à la compagnie, Alors, les données appartiennent à la compagnie, et par contre, on fait très attention, justement, on a beaucoup de techniques d'anonymisation des données pour que, en fait, la compagnie, si elle veut avoir une observation générale et statistique, elle puisse le faire, mais que dans la plupart des compagnies, en tout cas selon les accords qu'ils ont, on ne puisse pas descendre à un vol individuel, à regarder un comportement individuel ou un pilote. En revanche, on va donner ce retour individuel à chaque pilote. Donc, un pilote va pouvoir avoir son vol, va pouvoir avoir des retours sur son vol, mais lui et seul lui pourra avoir ça. Et je dirais des ingénieurs d'opération ou son management peut juste avoir des informations statistiques sur l'ensemble des pilotes, progressent-ils sur telle ou telle pratique. Donc ça, c'est très important dans la confiance aussi de l'utilisation de l'outil. D'accord. Merci, Monsieur Ferré. Justement, ça fait une transition toute trouvée avec Eric Muchery, que l'on voit. Vous avez un cadre qui nous fait tous rêver là derrière vous, Monsieur Muchery. Hein, c'est pas sympa ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous inspire cette solution justement d'Alexandre Ferré, vous qui avez été un pilote, et peut-être que vous pilotez encore, mais qui avez été un pilote de chasse pendant 35 ans? Oui, bonjour. Donc, c'était pour vous faire rêver un petit peu les grandes Joras, oui, derrière moi. Et dans ces temps de confinement, ou de déconfinement, ou d'autoconfinement, je sais plus. Ce que m'inspire, ce que vient de dire Alexandre, c'est que, bien sûr, les pilotes aujourd'hui ont besoin d'une multitude d'aides pour avoir la meilleure conscience de la situation possible. Et c'est le cas dans les avions de chasse. Moi qui ai commencé ma carrière sur Mirage F1 dans les années 80 et qui l'ai fini sur Mirage 2000 et puis un petit peu sur Rafale, qui est pu voler en Rafale, j'ai bien vu l'évolution et l'intégration des systèmes qui permettaient aux pilotes de bénéficier d'une masse d'informations à l'instant où il en avait besoin et d'avoir si vous voulez, un système qui réduisait le temps de décision par rapport à ce qu'on avait dans les années 80 où il fallait soi-même aller chercher les informations dans chaque système et en faire soi-même une compilation pour prendre la bonne décision. Donc évidemment que tous ces systèmes sont très utiles à la prise de décision. Cependant, le petit bémol que je mettrais, c'est que le système d'Alexandre, il est extraordinaire.
mais il faut faire très attention de la façon dont il est utilisé. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la compagnie qui veut faire des économies et qui va, je veux dire, pousser ses équipages à prendre toujours la route la plus courte, la plus économe, la plus insidieusement d'ailleurs, pas forcément de manière coercitive ou etc. Or en aviation, la route la plus courte n'est pas celle qui permet d'arriver toujours à bon port. Il peut y avoir des orages sur la route, il peut y avoir des terrains de déroutement qui sont fermés et non accessibles, etc. Donc Alexandre l'a bien dit, le pilote reste maître et doit prendre sa décision et s'aider de ces datas pour prendre sa décision. Et ce que je crains, c'est que moi qui suis né avec des systèmes qui ne me donnaient pas toutes ces informations, j'ai appris à décider. Et j'ai peur que ceux qui sont tout de suite tombés dans ces systèmes qui les aident et qui leur donnent les solutions en permanence n'aient plus, ou en tout cas aient moins cette capacité décisionnelle que les autres. Voilà. Parlez-nous de ce souvenir douloureux du crash du vol Rio-Paris en 2009. Vous dites on est dans une décision qui n'a même pas été prise. Oui, alors avant tout, je n'engage la responsabilité de personne. Il y a des gens qui ont enquêté, voilà. Mais cet événement, il est typique parce que c'est un système qui n'a pas pu donner les informations à l'équipage. Le système s'est bloqué et ne pouvait plus donner d'informations correctes de vitesse à l'équipage. Et lui, le système lui-même, en n'ayant plus d'informations de vitesse, si vous voulez, était complètement perdu parce que je vous rappelle une chose, c'est que l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Elle n'est capable que de reproduire des choses qu'elle a déjà vues. Jamais, pour l'instant, enfin à ma connaissance, mais peut-être que Monsieur Bobinet pourra nous dire le contraire, jamais on a vu une machine capable de s'adapter à une situation qu'elle n'a pas connue, qu'elle n'a jamais vue. Ça n'existe, à mon avis, pas. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre l'homme et la machine, c'est cette capacité à s'adapter aux situations inconnu. Là, en l'occurrence, sur le Rio-Paris, la situation était inconnue et l'application des procédures telles qu'elles étaient prévues n'a pas permis de remettre l'avion dans des conditions de vol favorables et ça s'est fini en drame. Voilà. Parlez-nous du discernement. Vous en parlez déjà là depuis le début de votre intervention. L'importance du discernement et vous, dans votre carrière, dans quelles circonstances, un exemple où vous avez dû faire jouer votre discernement par rapport à ce que vous disiez de faire la machine en fait. Écoutez, le discernement, je ne vais pas parler de moi parce que j'aime pas trop ça, mais le discernement dans un avion de combat, ça peut être un système vous dit que toutes les conditions sont réunies pour délivrer votre armement, mais votre cerveau humain vous a permis ou intuitivement ou parce que vous avez décelé quelque chose que le système n'avait pas décelé, vous savez que ce n'est pas le moment. Je prends un exemple d'un film que tout le monde que beaucoup de personnes ont vu, s'appelle Eyes in the Sky. C'est un film qui traite de la problématique des drones armés. Et on voit les équipages qui sont à qui on a ordonné de tirer, et dans le champ de la bombe, il y a une petite fille qui vend du pain et qui peut être tuée par l'armement délivré, qui pourtant tuerait des criminels, des djihadistes, enfin voilà, c'est un état de guerre. Et donc là, seul l'humain peut prendre cette décision. C'est un petit peu comme les voitures intelligentes, vous savez, on a cet exemple permanent. Si vous êtes dans une situation critique, vous avez le choix entre tuer 3 enfants d'un groupe scolaire qui traverse et une personne seule âgée de 85 ans. Quel choix va faire la machine? Quel choix vous allez faire, vous? Alors, je dis pas qu'il faut tuer les mamies qui traversent la rue, c'est pas mon propos, mais vous voyez l'éthique et la morale. L'éthique et la morale sont pas abordées encore par ces machines, par exemple. Donc ça fait partie exactement c'est le discernement. Et le discernement. Excusez-moi, je rappelle juste aux participants qu'ils peuvent poser des questions sur le fil, voilà, sur la plateforme. Allez-y, Monsieur Muchery, excusez-moi. Alors, j'essaie d'aller vite. Les outils numériques, les data, sont des aides superbes pour avoir plus de discernement, parce qu'elles ont une grande qualité, ces data, c'est qu'elles sont objectives. Justement, elles ne sont pas sujettes à la peur, à la paresse, ne sont pas sujettes à l'ego, etc. Donc, elles permettent d'avoir des données brutes et objectives. Mais le dernier traitement, celui qui va vous faire prendre la décision,
c'est bien à vous de le prendre. Je vais vous donner un exemple historique. Churchill, en 40, s'il avait eu des big data qui lui avaient donné la situation de l'armée allemande, sa situation, la situation de l'opinion anglaise, la situation de la pression politique qu'il avait derrière lui, s'il avait juste accumulé ces datas pour prendre sa décision et qu'il avait suivi le fil et finalement la conclusion de ces big data, eh bien, il aurait signé un pacte de non-agression avec Hitler. Or, il a eu l'intuition, sa propre intuition, face à tous ces indicateurs qui lui disaient de signer, il a eu l'intuition de ne pas le faire et il est rentré en conflit avec Hitler et il a commencé la bataille d'Angleterre. Vous croyez que le monde aurait l'allure qu'il a aujourd'hui s'il n'avait pas eu cette intuition et s'il ne l'avait pas suivi? Vous croyez que les big data auraient pris cette décision? Moi, je suis sûr que non. Donc, les data comme aide à la décision, oui, mais c'est l'humain. Et c'est pour ça qu'on a toujours des pilotes dans les avions de chasse et qu'on n'a pas encore des avions de chasse qui sont des drones sans pilote. Et d'ailleurs, vous voyez que même un drone a finalement en bout de chaîne un équipage qui décide. Il n'y existe pas dans le monde d'armement autonome. Quand je dis autonome, c'est-à-dire qu'il décide lui-même de tirer, de tuer, de détruire. Ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas maîtriser ça et parce que la prise de décision, le discernement, c'est quelque chose d'humain uniquement. Les obstacles au discernement, il y en a plusieurs. Vous en identifiez plusieurs. Vous avez fait un TEDx d'ailleurs à ce sujet à Montpellier Business School. Je touche pas des actions de Montpellier Business School. Hein, je les cite depuis plusieurs fois ce matin, mais bon, c'est le hasard. Vous avez fait un TEDx très intéressant de 15-17 minutes en novembre qui est disponible en ligne. Hein. Vous tapez Eric Muchery, TEDx, discernement, Montpellier Business School. Vous pouvez y accéder sans souci. En quelques mots, les obstacles au discernement, Monsieur Muchery? Je les ai déjà abordés, mais le premier pour moi, c'est l'ego. Hein. C'est l'ego dans nos métiers aéronautiques, l'ego tue. Hein. Si vous suivez votre ego, c'est vraiment le premier obstacle. Surtout qu'il est vicieux. Voilà, il est très insidieux. Le deuxième, c'est la peur, mais pas la peur qui vous permet de survivre, de vous d'échapper au danger. La peur qui vous tétanise, vous savez, celle du lapin dans les phares de voiture, celle qui vous empêche d'avancer et de prendre la décision. Il y a aussi les biais culturels, les biais cognitifs en général. On est tous nés dans une culture, dans une famille, dans un pays qui nous formate. Et ça peut nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes parce que en fait, elles sont cadrées par ces biais culturels. Il y a surtout quelque chose qu'on oublie et qui est une vraie aide à la prise de décision et que souvent nos managers oublient, c'est l'intuition. J'en ai parlé avec Churchill, mais il y a 1000 exemples. Il y a 1000 exemples, pardon. L'intuition, on ne l'entend plus. Et je pense que l'excès de data a plutôt tendance à tuer l'intuition, a plutôt tendance à empêcher les gens de se fier un petit peu à leurs sentiments. Alors bien sûr, Einstein disait que l'intuition, c'était la somme de nos expériences passées. Si on s'en tient à cette notion de l'intuition, évidemment que le data, ça représente un petit peu ça, puisque le data reproduit finalement à grande échelle nos expériences passées. Mais moi, je suis sûr que l'intuition, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce sixième sens qu'on a tous et qui nous dit parfois, eh ben non, je vais aller là parce que je le sens. Voilà. Il faut l'écouter, cette intuition. Donc voilà, les plus grands obstacles au discernement, ce sont ceux-là. Et la meilleure façon d'avoir beaucoup de discernement, c'est simplement d'en être conscient. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, être conscient que votre ego va vous pousser à prendre telle décision, être conscient que votre peur vous empêche de passer le cap et de prendre, voilà. Si vous êtes conscient de ça, vous allez voir, vos décisions vont être beaucoup plus faciles à prendre et vous allez être beaucoup plus efficient. Et vous citez aussi, parce que j'ai vu ce TEDx, vous citez aussi la paresse et l'excès de confiance en soi comme obstacle au discernement. Oui, oui, voilà. Alors, la paresse, parce que c'est un mot, il faut pas le prendre dans le sens être la fainéantise, mais la paresse qui nous empêche de sortir de notre zone de confort. Hein, on a tous tendance à rester dans notre zone de confort et finalement à faire tranquillement notre chemin comme ça. Dès qu'on rentre dans ce schéma, eh bien, nos décisions sont malheureusement peuvent être entachées. Et puis l'excès de confiance, évidemment. Hein, alors c'est chez les pilotes de chasse, c'est aussi mortel que l'ego, mais ça va un petit peu ensemble. C'est-à-dire que quand on croit qu'on est beaucoup plus fort
que ce que l'on est, eh bien, on ne peut pas se fixer les bonnes limites. Et quand on ne peut pas se fixer les bonnes limites, on ne sait pas quand on doit les dépasser et quand on ne doit pas les dépasser. Donc, c'est aussi très, très dangereux pour prendre la bonne décision. Super, merci Monsieur Muchery, merci à vous toutes et vous tous. Tiffaine Dromard nous revient sur le plateau pour je crois qu'il y a une question d'un participant, c'est ça, Tiffaine? Alors, pour éviter la rupture entre sachant et apprenant, que pensez-vous de la FEST pour accompagner l'évolution digitale des entreprises? Que pensez-vous de là? Que pensez-vous de... Excusez-moi, je vais recommencer. Pour éviter la rupture entre sachant et apprenant, que pensez-vous de la FEST pour accompagner l'évolution digitale des entreprises? Peut-être une... Non, c'est un terme homicide, c'est quoi? Attends, montre-moi. Hop, je vais regarder, excusez-moi. Je peux me permettre. Ouais, mais là, tu vois, c'est la FEST, A-F-E-S-T. Donc là, il faudrait qu'on nous dise, peut-être que quelqu'un mette sur A-F-E-S-T, c'est quoi la FEST? Faut m'aider là. C'était une question pour donner. C'est la fête. Si c'est la fête, c'est pas d'actualité. Hein. La FEST, A-F-E-S-T. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé, là, grand moment de solitude. C'est pour qui la question? Vous ne savez pas? Bon. Il me semble que c'était pour Bailon. C'était une question peut-être pour vous, Monsieur Bailon, la FEST, A-F-E-S-T, ça vous dit quelque chose ou pas? Si vous pouvez googliser pour m'aider dans ce grand moment de solitude. Alors, j'ai pas toutes les réponses. J'ai essentiellement des questions. Je pense qu'en fait, il faut peut-être, c'est un changement d'attitude à avoir entre la relation entre sachant et apprenant. Je pense qu'il vaut mieux se considérer comme tous étant co-apprenants. Parce que la technologie évolue, parce que la situation évolue, parce que les autres évoluent, les dynamiques de groupe, les dynamiques d'organisation, et qu'en fait, il vaut mieux se positionner en étant co-apprenant, c'est-à-dire on participe. Alors, la FEST, c'est action de formation en situation de travail. Oui, ce que j'ai compris comme behavioral case studies. Mais oui, c'est-à-dire on peut développer son intelligence contextuelle, son jugement pratique, sa phronésis, ce à quoi Eric faisait référence également, en nous mettant en situation. Et ce qui est très intéressant, c'est de développer sa réflexivité, c'est-à-dire de débriefer en disant qu'est-ce qu'on a appris sur nous-mêmes, sur la situation, sur notre manière de gérer les problèmes, pour s'équiper, d'abord être humble et modeste par rapport aux nouvelles situations, tous et toutes, je pense, et puis ensuite pour avoir cette culture du dialogue et de la réflexivité. Un professeur de philosophie que j'appréciais particulièrement disait que pour savoir ce qu'il y a sous ses pieds, il faut marcher. C'est-à-dire il faut se déplacer pour savoir qui on est. Il faut se décentrer son regard et décentrer sa perception du monde.